Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission Carte Blanche A. Je vous rappelle le concept de l'émission. Nous mettons en ligne un film d'un réalisateur sur notre chaîne et un mois plus tard, nous réalisons un direct où vous pourrez poser toutes vos questions. Notre premier réalisateur est Denis Nolte. Denis vient du club de Compiègne. Il est depuis 10 ans à la FFCB. Patrick sera à la réalisation et Norbert animera ce direct et retranscrira vos questions. Je passe la parole à Denis qui va se présenter. À toi, Denis. Bonjour à tous, je suis retraité depuis maintenant presque 15 ans. J'ai découvert la vidéo au début de ma retraite. J'ai beaucoup voyagé pour mon travail et je pratiquais la photo. Et ma femme était très intéressée par la vidéo et m'a entraîné dans cette galère qui me prend maintenant beaucoup de temps, mais c'est devenu une passion. Le film que nous allons voir ce soir était son premier film. Il était au début au format 26 minutes, qui est le format des cases de la télévision. Pour vous le présenter, j'ai repris un petit peu tout le montage, je l'ai réduit et j'en ai fait quelque chose de plus équilibré et c'est ça que vous avez pu voir. Je pratique également l'animation, mais l'animation, je ne l'utilise que quand je raconte des histoires que je ne peux pas raconter avec une caméra. J'estime que la caméra est quand même le mode d'expression privilégié. Je me fais un point d'honneur à essayer tous les genres. Donc, avec ma femme, on a fait du documentaire, on a fait de la fiction, on a fait de l'expression libre, on a fait du film polémique, comme le film noir, etc., etc. Donc, moi, mon plaisir, c'est que chaque film soit différent et à la fois une surprise pour vous et pour moi. Merci Denis de cette présentation. Ton film I Got a Dream, cet excellent documentaire donc sur les figurants en recherche d'emploi en Chine, a été vu quand même sur notre site et sur notre chaîne YouTube plus de 370 fois depuis qu'il a été mis en ligne. Donc, pour une première, c'est encourageant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu si, au niveau de l'écriture de ce film, dont ton épouse et toi, pourquoi vous avez choisi ce sujet, et est-ce que l'écriture a été faite avant de partir, ou est-ce que les aléas ont fait qu'il a fallu s'adapter sur place, et nous parler aussi de tout ce qui était prise de contact et autorisation, parce que dans un pays où la liberté d'expression est quand même pas mal mise à mal. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta démarche? La démarche, elle a été assez complexe et en plusieurs étapes. Ma femme qui est chinoise, donc a conservé pas mal de contacts avec son pays d'origine. Elle avait envie de faire un film sur le cinéma chinois et sur la façon dont il était réalisé et un peu son train de vie, parce que le film chinois a un peu une réputation d'être un cinéma très luxueux, qui vit dans l'opulence avec de l'or partout. Et donc, elle s'était intéressée à ça et elle avait commencé donc à préparer son film de cette façon-là. Et en discutant avec un de ses amis d'enfance, qui est un très grand journaliste chinois, il lui a parlé donc d'une part la ville de Hangdian qui avait centré son activité sur le cinéma et également sur la vie quotidienne de tous ces figurants. Et donc, elle a un peu changé son fusil d'épaule, son fusil d'épaule au dernier moment. On savait qu'il y avait deux aspects de cette vie, d'une part dans la capitale à Pékin, à Beijing, euh, mais que pour eux, la vie était totalement différente dans la petite ville de Rengen, parce que ça avait été organisé et un peu moralisé là-bas. Et donc, il y avait deux approches différentes.
L'ami en question lui a proposé d'être intermédiaire et d'essayer de nous ouvrir les portes de Ringen. Donc, on a profité de ça, mais il a fallu passer d'abord par Pékin, et par Pékin, là, par contre, toutes les portes étaient fermées. Donc, on a débarqué là-bas et on a pris ce qu'on a pu. On a essayé de faire parler les gens, on s'est heurté à des pressions sur nous, mais également sur les gens qu'on interrogeait. Toutes les personnes qui ont participé à ce film à Pékin ont participé une journée et se sont rétractés la journée suivante parce qu'ils avaient vu des menaces. Donc le film a été en partie préparé et réfléchi et en partie filmé sur le tas en fonction de ce à quoi on pouvait accéder. Et ton conseil par rapport à un film de ce type-là, est-ce qu'il faut partir avec plus un scénario ou partir un petit peu à l'aventure? Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui voudrait faire ce genre de film? Il faut avoir une idée préconçue, j'allais dire, un petit coin au coin de sa tête, une petite lumière qui te sert de guide. Ce que je dis souvent, c'est que la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. En France, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Chez eux, c'est un peu pas comme ça aussi. Donc, si vous commencez à demander des autorisations partout, sans essayer de forcer la porte en arrivant au dernier moment, vous avez toutes les chances de vous casser les dents. Quand on est arrivé donc à Rendian, les portes nous ont été ouvertes, mais par contre, elles se sont refermées et sont restées entrouvertes seulement pendant pas mal de temps. À Rendian, j'ai été pratiquement assigné à résidence surveillée et c'est ma femme qui a pu filmer parce qu'elle est de nationalité chinoise et accompagnée d'une équipe d'aide vidéo qui étaient plutôt des conseillers politiques. Et au niveau du matériel, je suppose que vous étiez très discret, quoi. Vous avez pas On, emmené un matériel trop n- voyant, quoi. non, Surtout à Pékin. non, ça a été notre erreur. On est arrivé avec un matériel qui était un matériel petit professionnel, mais qui malgré tout était visible. Ça nous a valu certaines sueurs froides. Dans les premières séquences du film, on voit notre figurant qui arrive à la gare de Pékin. Et donc, on a filmé, mis en scène finalement cette arrivée à la gare. Et très vite, on a été intercepté par la police et ça s'est relativement mal passé. Et c'est la population chinoise qui s'est interposée et qui nous a exfiltrés. Qu'est-ce Pardon, que tu vas-y. conseillerais comme matériel à emmener dans ce genre de configuration, hein? J'ai une idée qui est beaucoup plus précise avec l'expérience. C'est clair et c'est net. Il faut y aller avec un appareil photo discret et pour pouvoir se fondre dans l'environnement et ne pas se faire remarquer. Les Chinois, déjà, par principe, n'aiment pas être filmés. Donc, plus c'est discret, plus on est dans la masse, mieux ça se passe. C'est pour ça, donc, pour toutes ces raisons, que le premier personnage que tu suis, finalement, on ne le suit pas, on passe sur un autre personnage ou Voilà. d'autres personnes sur Pékin parce que tu n'as pas pu filmer cette personne le lendemain, quoi. Voilà, on avait Le pris contact suivant, avec voilà. lui. Il devait nous accompagner pendant tout le tournage, c'est-à-dire pendant pratiquement une semaine. Et finalement, il n'est resté avec nous qu'une journée. Il a été finalement le personnage d'introduction. Ce choix de suivre des personnes, des fois seules, des fois en famille, comme cet excellent passage sur cette famille où vous rentrez vraiment dans l'intimité de leur foyer, où tout tourne autour du cinéma. Les enfants sont déjà des acteurs, voilà, tout tourne autour de la recherche d'emploi dans les films. Donc ce choix de passer de personnage en personnage, c'était voulu au départ ou ça s'est imposé un peu avec les événements sur place? Notre optique, c'était la deuxième. C'était d'arriver et puis de s'installer un peu dans la vie des gens et de les faire parler, et de voir comment ils vivent leur vie quotidienne, comment ils vivent leur vie professionnelle, pourquoi ils sont venus, leur environnement et tout ça. Mais ça n'a été possible qu'à Rennes parce que les autorités de la ville se sont pliées à cette chose et puis l'ont accepté. Cela dit,
en dehors, donc tout ça, ça a été fait avec, en toile de fond, la surveillance des commissaires politiques. Mais on a réussi malgré tout à avoir des contacts le soir avec certains réalisateurs qui étaient, j'allais dire dissidents, mais c'est un peu en dehors du système, et donc d'avoir des sons de cloche un peu différentes et d'autres façons de travailler. C'est le cas du réalisateur, du jeune réalisateur indépendant qui fait son film sur la restauration. Pierre voudrait savoir quelle caméra tu avais sur place. J'avais une caméra Panasonic 2 points, une HPX 173. Et la prise de son, tu les faisais comment, les prises de son? La prise de son, on essayait de la faire avec une perche quand c'était possible, donc parfois donc à Pékin, mais la plupart du temps, on a utilisé le son de la caméra. Le son, c'est ce qui pêche dans ce film. Mais ça ne se voit pas parce que tout ce film est en chinois, que donc par conséquent toute la bande son a été mise en arrière-plan, a été réduite. En plus, elle a été traitée par quelqu'un d'extraordinaire qui est ingénieur du son, qui est devenu un ami, Patrick Abrial, nous a fait un travail d'amélioration de la bande son absolument fabuleux. Mais si on avait dû utiliser la bande de son originale, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc c'est ça un petit peu l'intérêt d'avoir une bande son qui donne finalement l'idée des gens et d'avoir une traduction qui permet d'estomper les défauts de la bande son. Et si tu conseillais alors admettons qu'il n'y ait pas de traduction et qu'on refasse ce même documentaire avec en français, comment tu conseillerais de réaliser la prise de son micro-cravate, perche, etc. Vu les conditions de tournage, qu'est-ce que tu conseillerais? Le micro-cravate, sans hésiter. Ce que tu n'as pas pu faire sur place, Non, ce qu'on n'a pas pu faire au sur moins à Pékin, place. quoi. Oui, et puis bon, je vous dis, c'est notre premier film, et donc on a acquis le matériel dont on avait besoin au fur et à mesure. Au micro-cravate, à l'époque, on n'en avait pas. Donc avec le recul, tu referais le même film, tu t'équiperais avec un micro-cravate, quoi. Et Voilà, exactement. là, on arrivera à quelque chose qui tiendrait plus la route, là. Bien sûr, tu as fait tous les doublages son une fois rentré chez toi, enfin en France. Je suppose que ce sont des gens de ta famille qui ont fait les voix et Bon, les on a, traductions. on a essayé, on a essayé de faire les traductions avec des gens qui avaient un accent chinois, qui parlaient le français relativement bien. Et donc, ça a été fait a posteriori et préparé assez longtemps là. Alors, quelle est la technique? Comment on réalise un doublage comme ça? Comment on s'organise? Comment on fait? Parce que ce pas des choses qu'on fait souvent à notre niveau. Alors, comment tu réalises ça? Parce que c'est très bien réalisé, c'est synchro, etc. Comment tu fais ça? Ben, on a essayé d'une part dans la traduction d'avoir une traduction avec des phrases précises et brèves. On a évité au maximum les phrases à rallonge avec des propositions qui se succèdent et qui rendent la chose très lourde. Et ensuite, eh bien, on a été chez les gens et on les a mis dans une situation standard. On les a fait parler, on a enregistré ça et on l'a ensuite adapté au niveau du montage. Quel a été le devenir de ce film? Est-ce que des gens sur place ont pu le voir? Euh, euh, Quelle a été la diffusion après de Alors, ton film? ce film a été envoyé à la télévision officielle de la province du Zhejiang, où se trouve la ville de Rengen. Et après censure, il a été diffusé donc officiellement sur la télévision chinoise. Alors, assez curieusement, bon, ils ont censuré le figurant homosexuel qui chantait avec une voix de fausset, mais assez curieusement, ils ont coupé à la fin du film. Il y a une image qui présente une citation de Mao Zedong et qui dit que les écoles s'ouvrent, etc., etc. C'était plus dans l'air du temps. Mais c'est pratiquement les seules choses qui ont été coupées. Pierre dit qu'effectivement, par rapport au choix de la caméra,
que ça manque de discrétion. L'idéal est un bon smartphone, dit-il, et en effet avec des micro-cravates. Et Patrick Lanza voulait savoir, sur place, peut-on utiliser des micros sans fil, notamment avec des problèmes de fréquence, d'autorisation et voilà. J'avoue, j'en sais pas posé la question, vu qu'on n'avait pas de ce genre de matériel, mais il est probable que ça pose des problèmes. Et que si on commence à demander des autorisations officielles, on risque de se heurter à ce genre de problème. Combien tu avais d'heures de rush pour réaliser ce film-là, à peu près? On avait environ 1 heure et demie de rush. Une heure et demie. Voilà, 1 heure et demie, mais il y a des choses qui ont été faites sur place, d'autres qui ont été des rajouts dans d'autres villes, mais qui représentaient les mêmes choses. Dans la ville de Pékin, on montre un gars qui fait des livraisons de plateaux repas sur son vélo. Ça n'a pas été fait à Pékin, mais on trouve ça partout. Donc, en fonction Une, des besoins, on a complété. une heure et demie de rush, si on va par là, c'est pas très important par rapport au film que tu as réalisé. Il y avait peu de. Tu as pu en tirer un maximum de tes images, là. Donc, tu as dû bien les travailler au démarrage, quoi. Ben oui, mais ce qu'il y a surtout, c'est que les gens qu'on a filmés étaient des gens très motivés et leur témoignage était un témoignage très fort et très dense. Ça, c'est une des chances qu'on a eues. Notamment, vous avez passé quand même pas mal de temps avec cette famille, Oui. puisqu'on les voit sur plusieurs jours, hein, certainement, petit Mm. déjeuner. Vous n'avez pas été inquiété, personne n'est venu voir ce que vous faisiez Ah non, ça chez ces gens? c'était à Rengen, Oui. ça c'était avec l'aval de la ville des autorités. Là, on était officiellement en place. À Pékin, D'accord. c'était pratiquement pas possible. Et ils vous ont demandé qui vous étiez? Est-ce que vous travaillez pour une télévision française ou Ils nous ont demandé, oui, ils nous ont demandé ça, bien sûr. On leur a dit que le film qu'on le réalisait pour la télévision, c'était le but. Et pour donner un petit peu de crédibilité, une façon de ne pas arriver, je m'appelle Denis, je veux filmer un truc sensible chez vous. Est-ce que je peux faire? Donc avant, on a créé une association de manière à avoir une organisation derrière nous. Le montage, alors quel logiciel as-tu utilisé? Est-ce que vous aviez un plan de montage? Comment vous avez monté? Ben, ma femme avait un plan de montage dans sa tête. Elle avait fait quelques années avant une formation de montage professionnel. Et donc, elle a utilisé le logiciel qu'on lui avait recommandé, qui est un logiciel très lourd, qui s'appelle Avid Media Composer. Et donc, c'était une version donc relativement ancienne, et elle a fait ça avec Avid. Et c'est elle qui s'est organisée donc du découpage et donc du plan de tout ça. Moi, par la suite, je me suis contenté de rationaliser la chose un petit peu et puis d'enlever tout ce qui était surfétatoire et tout ce qui ralentissait un petit peu le film. Le format d'origine était de combien? Le format, c'était le format officiel de la télévision, c'était 26 minutes. Et le fait de le réduire comme tu l'as Un fait, accouchement dans la douleur. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours, quand on veut faire un bon film, il faut couper, 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 couper. C'est ce qu'on a fait, avant même qu'on nous le dise. Ça nous a donné un film qui était plus équilibré, qui avait plus de rythme. Ça a permis de dégager certaines images dont on avait besoin à d'autres endroits. Il y avait des endroits où on n'avait pas vraiment d'image, où on avait pris donc des captures sur YouTube, et ça nous a permis de mettre plutôt des images à cet endroit-là. Le film est devenu beaucoup plus dynamique. Par contre, on a perdu certaines choses qui finalement n'étaient pas tout à fait dans le sujet du film.
et qui était quand même extraordinaire, c'était le fait de pénétrer dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle des gens. Quand on prend La Petite Famille, là, il y avait un truc absolument extraordinaire, la petite fille qui nous racontait un poème chinois, c'était magnifique. Tout ça, c'est passé à la trappe. Et on a donc un film qui est centré sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose et c'est des choses qu'on peut conseiller de travailler dans ce sens-là? Je crois que c'est indispensable. À partir du moment où on sort de la rue principale et qu'on commence à prendre les chemins détournés, effectivement, on se fait plaisir. On montre des choses qui sont très intéressantes, mais on casse la rythmique du film. On apporte de l'émotion aussi, quelque part. Mais c'est de l'émotion qui n'est pas sur le sujet. Pour revenir à la technique, Pierre reparle des micros. Il dit, il me semble que dans ce genre de pays, il faut des cravates, micro-cravates reliées à petits enregistreurs cachés sur les comédiens, exemple Zoom F2 ou F1, Mm. et équiper des comédiens discrètement à 200 mètres du tournage. Ce qu'il y a surtout, c'est que les affectations des fréquences sont différentes d'un pays à l'autre. Alors, sur l'Union européenne, eh bien, on a une affectation des fréquences qui est homogénéisée. Elle est à peu près homogène avec celle des États-Unis. Mais dans les pays d'Asie, les fréquences, c'est le bien de l'État et les gammes de fréquences qu'on peut utiliser sont souvent très étroites et souvent pas celles qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'on peut utiliser parce que le matériel qu'on utilise chez nous, c'est pas forcé qu'il ait accès aux bandes de fréquences qui sont utilisées dans ces pays. Je voulais savoir si en Chine, vous avez tourné d'autres films sur d'autres sujets. On a tourné d'autres films, mais dans des conditions un peu différentes. On a fait un autre film qui se trouve donc dans la médiathèque de la FFCV, qui s'appelle L'École des oubliés. C'est un film que moi j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup plus que celui sur les figurants, et qui parle du droit à l'éducation des enfants des paysans qui sont venus de la campagne pour travailler à la ville. Et là, on avait un contact, c'était une association d'étudiants, l'école normale de Chine, qui préparait donc les étudiants à devenir instituteurs ou professeurs. Eh bien, ces gens-là avaient pris en charge les déficiences de l'État et apportaient donc l'instruction à ces enfants qui étaient oubliés par le système. Et là, il y avait des images très très fortes. Et en plus, on pouvait travailler, on avait un interlocuteur. Et donc, on pouvait construire le film. Est-ce qu'il faut demander des autorisations dans ce genre de choses aux gens que tu filmes? Je ne parle pas aux autorités, parce qu'on a bien compris que demander des autorisations aux autorités, c'est plus que difficile et même pas conseillé. Mais est-ce qu'on demande l'autorisation quand on interviewe quelqu'un pour lui dire, ben, on te filme et de toute façon, on diffusera cette interview dans divers cadres d'ailleurs. Oui, parce que de nature, ces gens-là n'aiment pas beaucoup être filmés. Donc, il faut prendre contact avec eux, il faut établir une certaine confiance. Et puis, il faut leur expliquer à quoi ça va servir. À partir de ce moment-là, soit ils vont refuser, soit ils seront très motivés, au contraire. Alors, c'est une autorisation morale ou une autorisation écrite? Est-ce que tu Non, prépares quelque non, c'est une autorisation morale. Le chinois, sa parole est sacrée. chose? Si tu devais refaire ce film, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Je vois pas ce que je pourrais améliorer. Je vois pas ce que je pourrais apporter de plus parce que on a travaillé en permanence entre deux murs. Donc, on a pris toute la place qu'il y avait entre les deux murs, mais je crois pas qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Ok, ce qui explique pas forcément tous les petits soucis qu'il y a dans ce film, c'est aussi parce que on a aussi quelque chose de vrai et qui est vraiment très intéressant, quoi. Donc Ouais. voilà. Après, quand on fait un documentaire de ce type-là, il faut dire qu'est-ce qui est le plus important, la technique ou le propos. Et quand on arrive à un équilibre comme ton film, qui est entre l'équilibre et le propos, et je pense que c'est là que ça devient intéressant, quoi. Ben, surtout quand les conditions sont mouvantes. Moi, je suis clair, ce film, je pourrais pas le refaire maintenant.
les conditions de liberté, d'expression, de confiance, de rapport avec l'étranger actuellement en Chine ont beaucoup changé. Et ce qui fait que on pourrait pas refaire ce film maintenant. Est-ce que ce film a été vu par des professionnels en France? Est-ce que des gens t'en ont parlé? Est-ce que ça a fait réagir? Est-ce que ça a étonné? C'est très simple. On a été le proposer à toutes les chaînes de télévision françaises. Une seule chaîne a daigné recevoir ce film pour le voir. Tous les autres nous ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas. On leur a expliqué de quoi il s'agissait. Il y a eu un refus clair, net et sans état d'âme. Voilà, on ne vous connaît pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez qu'on voit ce film, vous passez par un producteur qu'on connaît et vous rentrez dans le système. Donc ça voulait dire que d'une part, eux, ça leur coûtait beaucoup plus cher parce qu'ils avaient un intermédiaire énorme en plus. Et puis ensuite, nous, ça nous intéressait pas. Le seul qui a reçu ce film, je ne vous dirai pas de quelle chaîne il s'agit, on a eu un contact téléphonique avec le directeur des programmes qui nous a dit je vais le regarder, je vous dirai ce que j'en pense. Et on l'a relancé plusieurs fois, on n'a jamais eu de nouvelles. On sait qu'il ne l'a jamais vu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on entend amateur avec les guillemets qui s'imposent. C'est très difficile de pouvoir toucher le monde professionnel, quoi. Il y a carrément un mur entre les deux mondes, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire, hein. Ah, c'est pas très difficile, c'est impossible. C'est le monde professionnel a son monde à lui et il y a des murs de Trump tout autour. On a un internaute qui nous demande, Xavier, pour ce type de reportage ou de documentaire, faut-il obligatoirement maîtriser la langue du pays ou est-ce qu'en anglais, éventuellement, on peut se débrouiller En Chine, l'anglais est très peu pratiqué. La deuxième chose, c'est que le fait de parler la langue et en plus d'être de nationalité chinoise, ça ouvre des portes et ça améliore la confiance. Tout seul, j'aurais pas pu faire. Au niveau donc des contacts avec les gens, de ce qu'on a filmé, de l'organisation, de tout ça, c'est le film de ma femme, c'est le film de Ye. Et donc, elle a mordu au virus du cinéma. Là maintenant, elle s'est reconvertie à l'enseignement du chinois, mais je sens qu'elle aimerait toujours. Et puis moi, je la pousse toujours à essayer déjà d'écrire et ensuite de réaliser un film sur la vie de sa famille, depuis sa grand-mère qui a connu donc l'exode devant les Japonais, sa mère qui a connu donc l'occupation japonaise et puis la révolution chinoise, elle qui a quitté son pays juste après la révolution culturelle, etc. Le fait qu'elle soit mariée en France, qu'elle ait une fille qui est française, qui est étudiante, etc. Il y a toute une vie à raconter. Ce qu'on peut dire, c'est que si on vient faire un voyage organisé dans n'importe quel pays et en descendant du Caire avec notre caméra, il faut pas, on ne pourra jamais réaliser un film. Réaliser un film, un documentaire de type que tu as fait dans n'importe quel pays, ça demande un investissement, ça demande des contacts, ça demande une préparation, mais en tant que touriste avec les guillemets qui s'imposent, on n'arrivera jamais, à part filmer quelques monuments, et on n'arrivera jamais à faire un documentaire. Enfin, je sais pas ce que tu en penses de cette semi-conclusion par rapport à tout ce que tu viens de nous dire depuis le début. Moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que ce film, c'est pas un film de voyage. On dit souvent, on va faire un documentaire sur un pays, mais si on y va en tant que touriste, je pense que c'est un peu la conclusion que je voulais donner par rapport à tout ce que tu disais. On pourra pas faire on pourra faire un film de voyage, mais on pourra pas faire un documentaire sur un pays. C'est ce Voilà. que tu voulais dire, c'est bien Voilà. ça. Mais Hein? on peut faire un très bon film de voyage. On peut avoir des contacts avec des gens très intéressants. On peut les faire parler. Bon, il faut pas avoir d'idées préconçues, mais malgré tout, il faut en avoir un petit peu parce que les idées préconçues, ce sont les idées qu'on a au départ. Ce sont nos guides. C'est le fil d'Ariane qui va permettre d'établir le contact et de construire le film et de le centrer et de savoir ce qu'on veut raconter. Ensuite, ce fil d'Ariane, eh bien, je pense que les gens avec lesquels on va avoir des contacts, il va être coupé, il va être rafistolé, ramené, il va nous emmener dans d'autres directions. Mais malgré tout, au départ, il faut déjà maîtriser et avoir des notions de ce qu'on veut raconter.
Ouais. Xavier, vous voulez savoir justement si tu as fait d'autres documentaires, comment tu choisissais tes sujets? Ces documentaires-là, c'est ma femme qui, par ses contacts en Chine, par ce qu'elle voit sur Internet, par ce qui lui remonte de sa famille, de ses amis, et donc qui voit un petit peu quels sont les problèmes, quelles sont les choses intéressantes, et quelles sont les choses dont il faut parler. Ça ne peut être fait que par quelqu'un qui est déjà en connexion avec ça. Quand on prend par exemple le film qu'on a fait sur les écoles, elle a découvert ce truc-là sur Internet par un certain biais où on parlait donc des droits des enfants d'immigrés paysans. Et puis, en prenant des contacts, elle s'est rendue compte qu'il y avait un autre problème sous-jacent, c'était celui du fonctionnement et la légitimité des écoles qui étaient réservées à ces gens-là. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact avec l'association qui nous a servi d'appui. On part avec une idée et on est obligé ensuite de la rectifier. On arrive finalement à cibler quelque chose qui est beaucoup plus original. Et du coup, nous, on a fait ce film qu'on a présenté donc, au concours régional, il a été primé. Et 2 ans après, le New York Times a fait un article de fond sur ce problème. Il faut traiter un sujet qui touche les gens qui sont là-bas pour que eux-mêmes fassent la démarche et disent bah, moi, je veux parler de ça. Et je sais que je dois parler, que je ne dois pas parler de ça, mais je veux le dire. Donc il y a une démarche individuelle qui tient aux tripes de ces gens-là. Et Marielle Marceau nous dit, peux-tu nous redonner le titre exact de ton film sur les écoles? Je crois que c'est l'école des oubliés, c'est ça? C'est ça, oui. Denis, un seul conseil, lequel tu nous donnerais? De chercher à toucher les gens et à les faire parler. Et ça, il faut le faire avant de partir. Merci Denis, hein. Nous allons conclure cette émission. Merci à tous et merci encore Denis, merci pour tous tes conseils et on les utilisera.